Bonjour, bienvenue sur Radio Gabon, votre émission Écosciences. Écosciences qui est votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Je suis Victor Zéondor, présentateur de l'émission Écosciences. Je suis avec votre traditionnelle chroniqueuse Boubou Lorraine. Boubou Lorraine, bonjour. Bonjour Victor. Meilleurs vœux à toi, santé et prospérité. Merci. Comment tu vas? Je te souhaite déjà la même chose. D'accord, et surtout beaucoup de vulgarisation scientifique pour cette année 2026. En effet, beaucoup de curiosité scientifique. Beaucoup de curiosité scientifique, beaucoup d'innovation. Meilleurs vœux également à toute l'équipe de l'antenne de Radio Gabon. Meilleurs vœux à toute l'équipe qui s'occupe de la régie, tous les techniciens, etc. Alors, on souhaite également beaucoup de découvertes dans le domaine scientifique pour cette année, pour l'humanité, pour apporter toujours une plus-value et surtout ce qui peut sauver des vies et faire avancer le monde dans le domaine de la science. Aujourd'hui, on va parler de trois pans traditionnellement, d'une biographie. On va parler du docteur Hulda Swai. Du docteur Hulda Swai. Ensuite, on va également repartir sur des innovations sur la santé. Voilà, on va parler d'un médicament aujourd'hui qui est une grande innovation pour le monde, de lenacapavir. Et enfin, on va terminer avec notre rubrique traditionnelle Clin d'œil science où on va parler de l'eau. De l'eau, voilà, de façon globale, on regardera qu'est-ce qu'il y en est exactement. Alors, si on parlait de Hulda Swai, qui est-ce? Qu'est-ce qu'elle fait? Je pense que c'est une dame déjà. Oui, bien sûr. Voilà, alors qui est-ce? Alors, et si l'infiniment petit pouvait résoudre certains grands défis de la médecine moderne? C'est ce qu'entendent rendre possible des scientifiques, notamment le docteur Hulda Swai. Alors, qui est Hulda Swai? Hulda Shahidi Swai est une chercheuse et professeure tanzanienne née en 1954 dans la région de Kilimanjaro, en Tanzanie. Elle est considérée comme une pionnière africaine dans le domaine de la nanomédecine avec une carrière dédiée à l'application de nanotechnologies pour résoudre des problèmes de santé et de sécurité alimentaire en Afrique. Alors, commençons d'abord par son parcours académique. Tout à fait. En 1980, elle obtient son Bachelor of Sciences en chimie et statistique à l'université de Dar es Salaam en Tanzanie. Ensuite, elle poursuit ses études au Queen Mary University of London où elle décroche une maîtrise en ingénierie chimique et un doctorat en biomatériaux en l'an 2000. Après sa thèse, elle part travailler comme chercheuse durant plusieurs années au Royaume-Uni avant de rejoindre le Council for Scientific and Industrial Research en Afrique du Sud où elle dirige des recherches sur les systèmes de libération de médicaments via la nanotechnologie. En 2015, elle retourne en Afrique de l'Est, chez elle en Tanzanie, comme professeure à la Nelson Mandela African Institution of Sciences and Technology, où elle dirige notamment le Centre africain de recherche pour la sécurité alimentaire et la nutrition, en étant aidée par l'OMS à hauteur de 6 millions de dollars. C'est énorme. C'est beaucoup d'argent pour un investissement dans le cadre de la science. En effet, c'est dire à quel point son projet est complètement porteur. Donc, avant d'aller plus loin, j'ai donné des termes, notamment nanomédecine. Très souvent, on entend parler de nanotechnologie, mais j'avoue que nanomédecine, ce n'est pas très courant. Tout à fait. Alors, la nanomédecine, c'est utiliser les nanotechnologies pour développer des applications innovantes et plus spécifiquement des nano-objets dans le domaine de la santé. Déjà, quand on prend nanomédecine, il y a le mot nano. C'est ce qui est très petit, ce qui équivaut à 10 puissance moins 9. Donc, 1 milliardième de mètre en fait. Ce qui est l'échelle des microbes. Par exemple, quand on prend... Très petit et invisible à l'œil nu. En effet. Par exemple, quand on prend le virus, la taille du virus varie de 12 à 300 nanomètres. Donc, en nanomédecine, il s'agit de trouver des solutions, des remèdes en fait, dans le cadre de cette échelle-là en fait. Ensuite, après avoir vu le terme nano, dans la nanomédecine, il y a ce qu'on appelle nanoparticules. Les nanoparticules, c'est quoi? Je disais tout le temps nano-objets. Par exemple, lorsqu'on se soigne par rapport au cancer, il y a plusieurs remèdes, notamment la chimiothérapie. Sauf qu'en faisant la chimiothérapie, il arrive qu'il y ait des effets secondaires. En voulant tuer des cellules cancéreuses, il arrive qu'on tue aussi des cellules saines en fait. Donc l'objectif des nano-objets, la nanomédecine, c'est quoi? C'est de développer des remèdes qui ciblent, qui font une sorte de bio-ciblage. Qui ciblent et réduire la marge d'erreur. En effet, réduire la marge d'erreur. Comment est-ce que ça se fait? En laboratoire, donc très souvent in vitro, on a ce qu'on appelle le nano-objet, donc l'encapsuleur, et puis le principe actif du médicament, donc des molécules que l'on aimerait injecter dans le corps. Donc on fait passer les molécules
du principe actif dans l'encapsuleur et on injecte dans le corps en fait. Et cet encapsuleur est fait de manière spécifique, c'est pas un hasard, il a des détecteurs en fait pour aller droit dans la cible en fait. Donc c'est un peu dans ce sens-là que le docteur Hulda Swai a travaillé, et elle a une très grande contribution. Donc le professeur Hulda Swai, comme je le disais, c'est une figure majeure dans la recherche de la nanomédecine en Afrique et elle est spécialisée dans certaines maladies telles que le paludisme ou encore la tuberculose, qui sont des maladies très connues, dont on sait bien les conséquences dans nos sociétés. Donc elle a reçu plusieurs récompenses. Elle a le prix continental Kwame Nkrumah, qui est la plus grande distinction scientifique en Afrique. En fait. Elle est titulaire de la chaire de recherche Oliver Tambo en nanotechnologie. Elle est ancienne présidente de l'African Materials Research Society. Donc, comme je le disais, elle n'a pas de découverte en tant que telle. Mais c'est très important d'étudier Hulda Swai parce que déjà, elle exerce dans un domaine qui est très porteur, qui est prometteur. La question de la nanomédecine, c'est vraiment le travail qu'il faut aujourd'hui. Parce que si on est parvenu à avoir certains remèdes, on voit que ces remèdes ont des effets secondaires en fait. Or, elle travaille sur ça et en plus, elle est spécialisée dans des maladies qui sont tellement courantes en Afrique, telles que le paludisme. Énormément d'Africains meurent, en effet, énormément d'Africains meurent du paludisme. Donc, elle aimerait apporter une amélioration dans ce domaine. Et comme elle travaille énormément, comme j'ai dit, elle a créé son centre, elle est notamment appuyée par l'OMS. Donc, je pense que ce sont ce genre de personnalités scientifiques qu'il convient de mettre en avant. Elle est très, très réputée. C'est-à-dire que quand on parle de nanomédecine en Afrique, on ne peut pas parler sans elle. Est-ce que vous avez une idée si elle a fait par exemple des collaborations avec d'autres scientifiques dans le domaine? Oui, je sais qu'elle a travaillé avec des scientifiques britanniques au Royaume-Uni. Parce que le centre que j'ai abordé tout à l'heure, c'est fait en collaboration en fait, avec les universités où elle travaille, donc l'université Queen Mary à Londres. Donc c'est un peu ça. Alors, c'est une brillante scientifique, toujours dans le domaine anglophone de l'Afrique. Et avec beaucoup d'innovation, comme vous le disiez tout à l'heure, la nanoscience, la nanomédecine, c'est vraiment la science du futur. Aujourd'hui, tout ce qui est fait dans le domaine des technologies s'appuie surtout sur les nanosciences. Donc, c'est une brillante scientifique qui nous a été présentée par notre chroniqueuse Hulda Swai, tanzanienne qui évolue dans le domaine de la nanomédecine. À nous revoir tout à l'heure pour la deuxième partie de l'émission Écosciences. Et si le monde venait enfin à bout du VIH-Sida? Aujourd'hui, on présente un nouveau remède, comme plusieurs d'autres précédemment. Il s'agit du lenacapavir. Alors, le lenacapavir est une innovation de santé aujourd'hui qui a été développée par une grande firme américaine au nom de Gilead. Gilead qui a mis au point ce nouveau médicament qui fait vraiment la différence entre plusieurs types de médicaments qui nous avaient été présentés par d'autres firmes en ce qui concerne le VIH-Sida. Alors, c'est quoi ce médicament? En fait, ce médicament est vraiment spécifique dans la mesure où, contrairement à d'autres médicaments qui sont des antirétroviraux, qui sont utilisés aujourd'hui comme le tenofovir, comme l'épifivir, etc. Il y a ce médicament qui est utilisé en mode injectable. Il est très efficace, selon certaines données aujourd'hui, qui démontrent son efficacité à peu près à 100%. Vous voyez un peu, avec le monde aujourd'hui qui de plus en plus fait référence au nombre de malades du VIH dans le monde, avec 40 millions de malades dans le monde. Il est important de regarder ce qui se passe en matière d'innovation parce qu'aujourd'hui, c'est un domaine qui est l'un des domaines les plus riches en matière d'innovation, technologie, en matière de découverte. Beaucoup de scientifiques vraiment se mobilisent pour trouver un remède contre le VIH. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, on nous présente le lenacapavir. Ici, le lenacapavir, comme je le disais, en fait, c'est un médicament qui présente un peu l'espoir pour les pays en voie de développement, des pays du tiers-monde comme le Gabon. Seulement, il pose un problème majeur, qui est un problème fondamental, le problème de coût. Vous voyez un peu? Donc, si on revenait d'abord sur son usage, on disait que, contrairement à d'autres, comme le PEP qu'on avait développé il y a quelques temps, ici à l'émission,
Le PrEP, par exemple, est utilisé de manière journalière ou très régulièrement, ce qui ne montrait forcément pas la discrétion entre un séropositif et un non, puisque on pouvait voir régulièrement qu'on prend les médicaments, contrairement au lenacapavir, qui est pris 2 fois par an, c'est-à-dire tous les 6 mois. Déjà, ça pose un problème de discrétion, donc on n'est plus discret à prendre ce médicament, et donc on ne fait plus face à la sérophobie, qui est le fait de stigmatiser les porteurs du virus, etc. Et le bémol aujourd'hui, c'est que c'est un médicament qui coûte cher. Comme je le disais, il est développé par une entreprise américaine qui a mis au point ce médicament et qui donnait un prix à peu près de $40,000 par personne. Vous voyez que c'est un peu cher et ce n'est même pas prenable, surtout pour les pays du tiers-monde en voie de développement. Une bonne partie des Syriens résident en Afrique, ils sont pas pauvres. Exactement, donc il se pose un problème et c'est un problème qui tend à être résolu par certaines firmes, certains organismes internationaux, notamment l'OMS et d'autres organismes comme l'Agence européenne du médicament ou l'Agence de santé américaine qui tendent à couvrir certains besoins pour pouvoir permettre de réduire le coût en donnant justement l'accès à d'autres laboratoires pour créer un générique pour ce médicament. Et ce générique-là, lorsqu'il est créé, il va nécessairement, ou il pourrait donner à peu près $40 pour le traitement par personne dans les pays qui vont utiliser ce médicament-là. Alors, le lenacapavir, on en parle, surtout au Gabon aujourd'hui, parce que le Gabon, c'est 52 000 cas de VIH et ça a augmenté, la prévalence a augmenté ces dernières années. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que le Gabon a ratissé un partenariat avec ce laboratoire américain, pour pouvoir bénéficier justement de l'usage de ce traitement. Sauf que, puisque ce générique-là, ces médicaments génériques ne sont pas encore en place et ne sont pas encore à la disposition de beaucoup de pays africains, y compris le Gabon. Donc le Gabon sera obligé d'attendre pour un petit moment, du moins pour cette année, et les données nous disent qu'en fait ce médicament pourrait être disponible dans les pays du tiers-monde, notamment le Gabon, à partir de l'année prochaine, donc 2027. Donc pour le moment, on va continuer à utiliser les antirétroviraux traditionnels que nous utilisons. Avec les effets secondaires. Avec potentiellement les effets secondaires que nous connaissons. Mais donc c'est une avancée significative parce qu'aujourd'hui, on parle d'injection. On parle d'un produit injectable. Et quand on parle de produit injectable, on fait référence parfois au vaccin. Et figurez-vous que c'est en discussion. Est-ce que c'est un vaccin? Est-ce que ça n'est pas bon? Certains scientifiques pensent qu'il ne s'agit pas d'un vaccin puisqu'il va quand même falloir une certaine régularité dans la prise de ce médicament parce qu'on dit quand même 2 fois par an. Donc, contrairement au vaccin qui est souvent pris une seule fois, pour toute une vie, vous voyez un peu, donc une fois c'est fait et puis voilà, on connaît un peu le processus du vaccin qui en découle sur le plan physiologique. Donc, quand même, c'est une avancée parce qu'il s'agit, et comme je le disais, d'une injection. Voilà, c'est la première fois et c'est le premier médicament qui est classé dans cette catégorie-là. Et comment ça peut s'expliquer de manière physiologique? Eh bien, si vous regardez un peu de façon basique comment fonctionne le VIH, eh bien, le VIH, c'est un virus. Hein, il faut peut-être le rappeler, c'est un virus. Donc le virus est une sorte d'être vivant qui agit comme un parasite en fait, qui est un parasite et qui n'a rien d'autre que une information génétique qui est couverte par les protéines. Et cette information génétique couverte par les premières protéines qu'on appelle les capsides, voilà la capside qui existe à l'intérieur du virus et justement ce médicament qui est le lenacapavir va venir bloquer de sorte que cette capside-là ne puisse pas pouvoir libérer l'information génétique. Et c'est cette information génétique justement qui va infester nos cellules et produire les protéines virales. Donc de favoriser ou de permettre la multiplication virale. Donc c'est vraiment ce qui est fondamental dans ce médicament. Donc on parle effectivement d'un inhibiteur de capside. Vous voyez un peu? Et donc c'est ce médicament, ce potentiel, voilà, ce profil-là qui confère à ce médicament la capacité
de pouvoir donner la résistance à l'organisme face au VIH. Donc, on peut tenir 6 mois, comme ça, tout en étant en toute quiétude, de toutes les façons, pour permettre à ce qu'on puisse renouveler de manière répétitive, c'est-à-dire 2 fois par an, le médicament. Donc, c'est une grande innovation. Donc, ça va permettre non seulement la discrétion pour les séropositifs, on ne saura plus forcément si il y a des personnes qui prennent ce médicament. Et puis, ça va aussi permettre des séropositifs qui sont en zone rurale, qui résident en zone rurale, de pouvoir prendre leurs médicaments en toute quiétude. Parce que souvenez-vous, ceux qui sont en zone rurale, des va-et-vient, même si le traitement ou la prise en charge est gratuite au Gabon, mais des va-et-vient partir de l'Ebamba, à partir de l'intérieur du pays pour se procurer des médicaments dans les capitales provinciales ou dans la capitale, c'est quand même parfois pénible parce qu'on peut manquer de moyens, on peut manquer de moyens roulants, etc. Et donc, 6 mois, c'est quand même assez pour pouvoir se préparer à une prochaine injection. Donc, le lenacapavir apporte cette innovation sur le plan social, sur le plan scientifique, sur le plan du traitement, parce que, pour le dire, c'est non seulement un traitement préventif, comme la plupart des antirétroviraux ou la plupart des médicaments qu'on a toujours utilisés dans le cas du VIH, mais c'est aussi potentiellement un médicament qui intervient dans le traitement curatif. Donc, il pourrait soigner. Définitivement. Donc, c'est vraiment ça la particularité. C'est porteur d'espoir. Voilà, c'est vraiment ça la particularité et, comme vous le dites, porteur d'espoir de ces médicaments. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une très belle innovation, évidemment, parce que le VIH-Sida ne cesse d'effrayer les gens. C'est le stigmate, personne n'ose en parler. Même si aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, personne n'ose s'ouvrir et dire oui, j'ai le VIH-Sida. Bon, c'est rare, ça existe, mais c'est rare en fait. Donc, je pense que trouver un remède aujourd'hui qui va permettre de soigner, voire de prévenir la maladie, quoi de mieux en fait? Tout à fait, quoi de mieux, et ça rassure les malades du VIH ou les porteurs du virus pour dire bon, attendons encore quelques années, 1 an, 2 ans, pour pouvoir avoir des injections disponibles dans les grands centres de santé pour ne plus avoir à être stigmatisé par cette maladie. Cela ne sous-entend pas forcément de continuer à avoir des rapports non protégés. L'OMS et les acteurs du ministère de la Santé continuent à recommander de se protéger lors des rapports sexuels et d'être beaucoup plus prudent en ce qui concerne les risques de contamination de cette maladie. Je pense que c'est très important. Alors, le lenacapavir, une solution miracle peut-être? Peut-être. Seul l'avenir nous dira. Seul l'avenir nous dira. Donc, à nous retrouver pour la 3e partie de l'émission Écosciences. Bienvenue sur notre rubrique Clin d'œil Science. Vous êtes sur Radio Gabon, votre émission Écosciences, qui est une émission de vulgarisation scientifique. Clin d'œil Science, la rubrique traditionnelle de l'émission, avec notre chroniqueuse Boumbo Lorraine. Il s'agit de l'eau. De l'eau. Alors, l'eau, il y a de l'eau partout. La planète bleue. En effet, c'est vraiment la planète bleue. La planète bleue. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur l'eau? Eh bien, on va voir l'eau de manière générique, savoir ce que c'est, ses origines et ce qu'il en est en fait. Toute l'importance que l'on a d'avoir cette substance sur Terre. Elle coule dans nos robinets, tombe du ciel, remplit nos fleuves, nos océans. Mais que sait-on vraiment de l'eau en fait? Ça paraît comme une évidence, tellement l'eau est partout. On se lave tous les jours, on boit l'eau tous les jours. Chaque jour, en arpentant les artères de la ville, il y a des flaques d'eau. Enfin, ça devient tellement banal. Et on est constitué nous-mêmes de l'eau. En effet. Donc, et pourtant, l'eau paraît banale, évidente. Pourtant, sans elle, pas de plantes, pas d'humains, pas de vie, pas de civilisation en fait. Rien. Rien. Pas de planète bleue. Pas de vie. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? L'eau est une molécule notée H2O, composée de 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. On peut la retrouver sur plusieurs formes. L'eau est parfois liquide, parfois gazeux, donc la vapeur d'eau, et parfois solide, comme la glace en fait. Alors, quelles sont les origines de l'eau? Il s'agit là d'une grande question scientifique qui a déjà été abordée et travaillée par les scientifiques. Ils se sont accordés sur plusieurs origines de l'eau, mais retenons 2 en fait. Donc, la première raison, elle est d'ordre interne. Il y a ce qu'on appelle le dégazage du manteau terrestre. Donc, c'est quoi le dégazage du manteau terrestre?
En fait, d'après les scientifiques, il y a des milliards d'années, quand la Terre était très chaude, des volcans ont libéré des gaz dans la vapeur d'eau. Et c'est avec le temps, en refroidissant, que cette vapeur s'est condensée pour former des océans. Là, on parle d'un processus qui date d'il y a des milliards d'années. Et une chaleur qui n'a rien à voir avec les 28 degrés de Libreville, en fait. Donc, il y a la deuxième source, qui est d'origine extérieure. D'après les scientifiques, c'est l'apport des astéroïdes. Donc, que disent-ils? Certaines astéroïdes contiennent de l'eau sous forme de minéraux hydratés. Lors des impacts avec la Terre, ils ont apporté de l'eau à la surface de la Terre. Donc, c'est un peu ça pour le principal origine de l'eau. Alors, quelles sont les caractéristiques fondamentales de l'eau? L'eau paraît simple, mais au final, c'est très complexe. Je vois un peu. Donc, comme je disais, l'eau est composée de 3 atomes. 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. C'est simple, mais elle est indispensable presque à tous les phénomènes vivants. Digestion, on a besoin d'eau dans le corps. Photosynthèse, la plante aussi a besoin d'eau. Enfin, l'eau intervient presque partout en fait. Donc, les molécules d'eau pure n'absorbent pas de lumière, pas plus qu'elles ne se volatilisent. Par conséquent, l'eau est inodore et incolore. Si jamais vous tombez sur une eau qui a une couleur et une odeur, c'est-à-dire qu'elle n'est plus pure. Il y a d'autres constituants. Peut-être les eaux usées là, les eaux qui sont abandonnées, mélangées à des matières organiques et tout. Il peut y avoir des odeurs ou bien il peut y avoir de la couleur avec des algues en fait. Donc c'est un peu ça. Retenez que l'eau pure est inodore et incolore. C'est ça l'eau distillée? L'eau distillée Oui. qu'on a dans les bonbonnes là. Oui. C'est peut-être ça l'eau distillée, l'eau pure. Oui. Que l'eau distillée, en réalité, dans les laboratoires, va servir justement à faire des réactions, à favoriser les réactions et tout ça. Il faut vraiment qu'elle soit pure parce que si elle est combinée avec d'autres, ça peut biaiser les résultats et tout ça. On parle de l'eau distillée, l'eau pure. En effet. L'eau est aussi considérée comme le solvant universel, car elle peut dissoudre les sels, les sucres, les gaz. C'est important parce qu'à partir de cette faculté, l'eau du corps, comment on dit, évacue les déchets microscopiques là, c'est entièrement possible. Il transporte les nutriments dans le sang. Et encore des minéraux dans les océans. Donc on voit que le caractère solvable de l'eau permet de transporter certains éléments que l'on ne voit pas et qui sont indispensables à la vie, comme je l'ai dit, les nutriments dans le sang en fait. Parce que l'eau a la capacité de les dissoudre en fait. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle la capillarité. L'eau peut remonter contre la gravité dans les conduits très fins. Pensons aux arbres, par exemple les plantes. La sève, quand ça monte de manière ascendante. Défie les lois de la pesanteur. En effet, parce qu'on sait que la gravité veut que les corps soient attirés vers le sol, en fait, vers le bas. Or, dans le cas des plantes, l'eau est ascendante en fait. Tout à fait. Donc voilà. Et accès exceptionnel, l'eau peut exister naturellement sous 3 formes. Est-ce qu'en parlant vraiment de cette défiance de la pesanteur, est-ce que c'est aussi dans le cas, par exemple, du cycle de l'eau où l'eau se retrouve dans les nuages et par le phénomène d'évaporation? Est-ce que c'est à peu près la même chose? C'est quand même de l'eau qui part de la mer pour... Est-ce que c'est pas de la vapeur? Oui, mais c'est la vapeur d'eau, n'est-ce pas? L'eau est sous une autre forme. Bon, ça devient comme un gaz, là. Mais l'eau est sous plusieurs formes, non? On a dit non, l'eau n'est pas que liquide, n'est-ce pas? C'est vrai. Si l'eau arrive à se retrouver dans les nuages, comme on dit, bon, pour former les nuages, ça part bien de la mer. Donc, il faut que ça monte. Peut-être à des poids moléculaires très faibles pour être soulevé par du vent ou d'autres dynamiques. Qui sont des dynamiques physiques. C'est tout ça la complexité de l'eau. C'est tout ça la complexité de l'eau. Donc l'eau ne parvient pas seulement à partir des nuages pour tomber sous forme de pluie. Elle peut aussi être de manière ascendante. Voilà. C'est très exceptionnel. Voilà, et ça défie, ça rentre dans le cadre. Okay. Ça défie Newton. Tout à fait. Donc, dernière partie, je disais que l'eau donne la vie, mais elle peut aussi la menacer. Par exemple, on sait que la surface terrestre, tu l'as dit, de la planète bleue, est composée de plus de 70% d'eau. Sauf que tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. L'eau potable, c'est-à-dire l'eau qui a été travaillée et tout. Il y a une première disparité de l'eau sur la planète. Exactement. Ce qui fait qu'il y a des populations, notamment en Afrique et en Asie, qui consomment de l'eau infestée et qui au final se retrouvent avec des maladies telles que le choléra, la typhoïde, des douleurs sévères au niveau du ventre et des diarrhées en fait. Ce qui peut conduire à la mort, surtout au niveau des enfants en bas âge. Donc c'est un peu ça pour l'eau et en même temps, lorsque l'eau est en excès, les inondations. Les inondations, c'est ce que ça cause. Ça détruit l'habitat, ça tue les gens malheureusement. Et puis
Donc c'est un peu ça. Et est-ce que l'eau, on peut dire que l'eau est influencée par les facteurs environnementaux, par exemple, comme vous parlez de tsunami, vous parlez d'inondation? Oui, quand on prend par exemple le cas du tsunami, qui est dû à un choc tellurique sous l'eau en fait, donc ce sont des plaques qui se déplacent. Par exemple, et qui vont en effet, comme ça, déployer leur force sur l'eau qui va Exactement. Ça fait comme une sorte de décalage. Voilà. Donc à un moment donné, l'eau peut se retirer, aller dans une autre zone, par exemple le Japon, il y a eu ça en 2011. Donc à un moment donné, ceux qui étaient arrivés à la plage au niveau de Tokyo, ils ont vu que l'eau s'était retirée. Bon, ils n'ont pas compris. Après, quand les plaques ont encore bougé, l'eau est revenue d'une manière... Avec une force dévastatrice. Très dévastatrice, encore des dizaines de milliers de morts en fait. D'accord. L'eau aussi est une source d'énergie, produit d'énergie électrique. Ça participe. Hein. Participe, non? Oui, ça voilà, participe. le cas des barrages. Oui, en effet. Le cas des barrages électriques. Les barrages hydroélectriques. Voilà. Comme ce qu'on a chez Kingele. Voilà. Et tout ça avec la force sur les rotors, là, ça crée de l'électricité. Donc l'eau ne sert pas seulement à boire, à se laver ou à en fait, l'eau, comme je l'ai dit dès le départ, c'est très complexe. En fait. C'est-à-dire que l'eau est à tous les niveaux. Comme tu l'as si bien souligné, l'énergie, il y a l'eau. Le corps a besoin d'eau pour transporter les nutriments. La plante a besoin d'eau. Enfin, sans eau, pas de vie en fait. Tout à fait. Vraiment pas de vie. Après, chaque jour comme ça coule, on voit ça partout. Ça paraît banal, mais c'est vraiment le liquide star de la planète en fait. Tout à fait. Donc c'était un peu ça. Ok, d'accord. Donc on comprend bien que l'eau est une source de vie, l'eau est une source d'énergie, l'eau est une source de bonheur en quelque sorte pour l'humanité. L'eau est vitale, l'eau est indispensable pour l'humanité. L'eau est la star. L'eau est une star. La star de la planète. C'est pas le jus. Voilà, donc même pour le jus, il faut de l'eau. Même pour avoir un jus, il faut de l'eau. Donc du coup, l'eau, c'est vraiment la matière incontournable, inamovible pour notre vie sur Terre. Alors, on a fait le tour avec la biographie d'une brillante scientifique, Hulda Swahili. Et on a parlé de l'innovation santé avec Lena Kapavir et enfin de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ensemble des thématiques abordées? Il y a quand même des liens. On parle de la nanomédecine et là on bascule toujours dans la médecine avec le VIH, Lena Kapavir. Et l'eau aussi qui intervient dans plusieurs ressources liées à la médecine, etc. Donc les thèmes sont plus ou moins liés. Oui, en effet. En toute humilité, je pense qu'on a développé de très bons thèmes aujourd'hui. C'est intéressant. La nanomédecine, c'est important parce que ça inscrit l'Afrique à l'ère de la modernisation scientifique. On a vu le Lena Kapavir qui peut être la panacée médicale par rapport au traitement contre le VIH-Sida. On a aussi vu l'eau, qui est comme on dit la star de l'humanité au final. Donc, ce sont des thèmes que je pense très importants et qui méritent d'être vulgarisés. De toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'on viendra toujours sur ces thématiques qui, au fur et à mesure, sont toujours à explorer. Voilà, la nanomédecine, je pense que c'est un domaine qui va ouvrir de plus en plus les portes à la science dans le domaine de la médecine. Et donc, on reviendra certainement sur les travaux d'autres scientifiques, si ce n'est pas Hulda Swahili. Peut-être d'autres qui sont en train de faire des recherches là-dessus. J'en connais quand même quelques-uns. Peut-être qu'on en parlera dans nos prochaines émissions. Et de plus en plus, le VIH qui suscite toujours assez d'intérêt pour les scientifiques pour pouvoir rendre l'homme beaucoup plus bien portant en ce qui concerne sa santé physique et même mentale. On pourra aussi, je l'espère, comparer au DM28. Au DM28, ça ce sera source d'autres choses. Donc, merci encore. C'était Ecosciences, votre émission de vulgarisation scientifique. Ecosciences, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international. À nous revoir très bientôt, mais restez câblés sur les antennes de Radio.